Allemagne. Hôpital psychiatrique de Bedburg-Au. Unité pour malades difficiles. J'étais invincible dans ma tête. Personne ne pouvait m'atteindre. À l'époque, j'étais le maître sur la vie et la mort. Rien d'autre n'était important. Ce patient s'appelle Ulrich Schmidt. C'est un tueur en série. Berlin. Prison pour femmes. Je n'ai pas abrégé la vie, mais j'ai abrégé la mort. Je ne regrette rien, même si c'est puni par la loi. Irene Becker est un ange de la mort. Elle a été condamnée pour le meurtre de 5 patients. Stéphane Bourgoin, l'expert français des serial killers, nous emmène sur les traces de ces 2 tueurs en série. Les histoires dont je vais vous parler ont de quoi faire frémir. Et en plus, c'est arrivé près de chez vous. Les serial killers n'existent pas uniquement aux États-Unis. En France, souvenez-vous, il y a eu Émile Louis ou Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Chez nos voisins belges, le tueur pédophile Marc Dutroux. Dans la plupart des pays européens, comme en France d'ailleurs, la loi ne permet pas de filmer ces criminels en prison. Sauf dans un pays, l'Allemagne. Grâce au travail du commissaire de police de Düsseldorf, Stefan Arbort, nous allons découvrir 2 cas passionnants de tueurs en série allemands. L'un d'entre eux s'appelle Ulrich Schmidt. C'est un tortionnaire et tueur de femmes incarcéré dans un hôpital psychiatrique. Le deuxième cas allemand est réellement exceptionnel. Irene Becker est une infirmière de la mort. Elle se prend pour Dieu en décidant de la vie ou de la mort de ses patients. Et elle en tue même certains en présence de leur propre famille. C'est parti pour un voyage dans l'horreur à côté de chez vous. Stéphane Bourgoin est le spécialiste mondial des tueurs en série. En 30 ans de carrière, il a mené plus de 60 entretiens avec les criminels les plus dangereux. Du Japon à l'Afrique du Sud, de New York à Berlin, il affronte ces monstres dans les prisons du monde entier. Une expérience unique. Comprendre les serial killers pour mieux les combattre est pour lui une obsession. Avec lui, nous partons pour un voyage terrifiant dans la tête des tueurs en série. Direction Düsseldorf, au nord-ouest de l'Allemagne pour le premier cas. Ulrich Schmidt, violeur multirécidiviste et assassin de femmes. 5 meurtres, 3 tentatives et un nombre incalculable de viols et d'agressions. Lieu du crime, la ville d'Essen, dans la Ruhr. Dans quelques heures, un homme va se retrouver face à ce monstre. C'est Stefan Arbort, commissaire de police de Düsseldorf. Expert allemand des tueurs en série, il revient au commissariat la nuit pour se plonger dans un dossier qui le passionne depuis 20 ans déjà. Stéphane Arbort, d'abord, c'est un cas assez exceptionnel d'un policier encore en service à l'heure actuelle qui écrit aussi des livres sur des cas de tueurs en série. Donc ça lui donne accès à un certain nombre de dossiers et ensuite il a une grande connaissance de l'enquête criminelle en tant que telle puisque c'est son métier. Et le fait d'être en correspondance avec un certain nombre de tueurs et de tueuses en série va lui apporter un certain nombre d'informations qui ne remplacent pas, bien évidemment, le contact direct,
lors de l'interrogatoire, mais qui apporte quand même suffisamment d'éléments à la connaissance de cette psychologie particulière des tueurs en série. Dans ces classeurs, plus de 200 affaires de meurtres en série et des images effroyables. Avec certains tueurs en série, Stefan a établi une correspondance écrite. Ces lettres et ces dessins permettent à l'enquêteur de mieux comprendre leur psychologie particulière. Le cas d'Ulrich Schmidt l'intrigue tout particulièrement. Ulrich Schmidt a commis 5 meurtres et 3 tentatives de meurtre dans les années 80. Il a violé ses victimes et leur a tranché la gorge ensuite. Ce qui rend le cas exceptionnel, c'est qu'il était recherché par 8 commissions d'enquête différentes sans qu'elles se rendent compte qu'elles cherchaient le même homme. Je lui ai écrit pour la première fois il y a 10 ans. À l'époque, il a refusé de me parler et même de m'écrire, mais je n'ai pas lâché le morceau. L'acharnement de Stefan a payé. Il a fini par gagner la confiance du tueur. 5 heures du matin, le commissaire se met en route pour son face-à-face. Il ne faut pas s'imaginer cette rencontre comme une invitation autour d'une tasse de café. Même si tout se passe bien, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a fait un bon entretien. Les délinquants comme Ulrich Schmidt ont tendance à embellir un peu les choses, à se présenter sous un meilleur jour. Il faut vraiment être vigilant. C'est ici qu'Ulrich Schmidt est incarcéré. Cet endroit n'est pas une prison ordinaire, mais une clinique psychiatrique. Les bâtiments réservés aux patients particulièrement dangereux sont équipés de mesures de haute sécurité. Le thérapeute d'Ulrich Schmidt accueille Stefan Arbort. Bonjour. Pour Ulrich Schmidt, ça doit être dur. Je sais qu'il n'est pas très matinal. Pour sa rencontre avec le tueur en série, l'enquêteur n'est pas venu les mains vides. Ça, c'est une anguille. J'ai l'habitude de demander aux détenus que je rencontre s'ils veulent quelque chose. Monsieur Schmidt voulait une anguille fumée, alors voilà, c'est ce que je lui apporte. C'est très important pour moi. Ça permet de détendre l'ambiance, de créer une atmosphère favorable à l'entretien. Stefan Arbort le fait assez systématiquement dès qu'il rencontre des criminels en série, c'est de leur apporter une sorte de cadeau pour entretenir la confiance. Moi, de la même façon, il m'est arrivé d'apporter, par exemple, des paquets de cigarettes lorsque les policiers qui avaient mené l'enquête sur ce criminel m'ont dit qu'il était un fumeur invétéré, que ce serait bien que j'apporte un petit cadeau de bienvenue pour créer un climat propice à des confessions. Le tueur, le voici. Ulrich Schmidt a aujourd'hui 54 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'il est derrière les barreaux. Bonjour, monsieur Schmidt. Bonjour. Je vous ai apporté votre anguille. Cet homme souriant est en fait l'un des pires tueurs que l'Allemagne d'après-guerre ait connu. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous sortiez de chez vous pour commettre vos crimes? Au moment où je sortais de ma maison, j'étais comme un chasseur. Mes proies étaient des femmes. N'importe lesquelles. Si j'étais pédé, j'aurais chassé des hommes. Mais je suis pas pédé. J'étais comme un robot. Il suffisait d'appuyer sur un bouton et je démarrais au quart de tour. J'avais pas de sentiments, pas de compassion. La vie d'Ulrich Schmidt, c'est le parcours d'un petit délinquant devenu meurtrier. Son enfance, il la passe dans un quartier ouvrier, marqué par la criminalité et la violence. À 10 ans, il commence par voler des vélos. Adolescent, il passe au cambriolage à main armée. À l'âge de 29 ans, Ulrich a déjà passé la moitié de sa vie enfermé en maison de redressement et en prison. Et puis soudain, il bascule dans le meurtre. Pendant 20 ans,
Vous vous êtes contenté de vol, de cambriolage, et puis vous avez commencé à vous en prendre aux femmes. Ce sont deux choses différentes. Alors, comment en êtes-vous arrivé là? C'était un hasard. Un soir, j'ai voulu cambrioler un antiquaire qui se trouvait au fond d'une cour. Et j'ai surpris une femme à la fenêtre en train de se déshabiller. Je l'ai regardée et ça m'a tellement excité que j'en ai même oublié le cambriolage. Je suis devenu accro. J'ai commencé à aller dans les supermarchés pour regarder les femmes en train de se déshabiller dans les cabines d'essayage. Un jour, le mec d'une de ces nanas m'a fait une remarque et je l'ai tabassé. En réalité, c'est lui qui avait raison. J'aurais réagi de la même manière. Mais à l'époque, je ne voyais pas les choses comme ça. En fait, vous faisiez la loi. Oui, c'est ça. Le parcours d'Ulrich Schmidt est assez typique de la naissance, entre guillemets, d'un serial killer. On ne devient pas serial killer pour des raisons biologiques ou génétiques, du moins, ça n'a pas été prouvé de manière scientifique. Mais on le devient petit à petit en franchissant un certain nombre d'étapes dans la délinquance. Ça peut être des vols, des actes de cruauté envers les animaux, des actes de pyromanie, et petit à petit, ce délinquant dit ordinaire va franchir un certain nombre de paliers pour connaître une excitation supplémentaire, une poussée d'adrénaline encore plus forte. Et on estime qu'il faut à peu près une quinzaine d'années pour construire la personnalité d'un tueur en série. Est-ce que vous pourriez décrire vos fantasmes? Je m'imaginais en train de ligoter, de violer une femme. Enfin, de l'humilier. Mais cette vie fantasmatique va prendre le pas sur la vie réelle. Et donc pour lui, cette vie fantasmatique devient en quelque sorte sa vie rêvée, sa vie idéale. Et donc il est un peu comme une bombe à retardement qui attend l'explosion. La bombe, Ulrich Schmidt, va exploser pour la première fois le 27 mai 1987, près de cette voie ferrée. Comme tous les soirs, Marika Boudeux, employée d'une piscine, quitte son lieu de travail vers 23 h pour rentrer chez elle en train. Cette mère de famille de 44 ans a alors le malheur de croiser Ulrich Schmidt sur ce quai désert. Quelques heures plus tard, Marika Boudeux sera retrouvée morte, poignardée sauvagement à 17 reprises. Quelques jours avant de rencontrer Ulrich Schmidt en prison, Stefan Harbort avait pris rendez-vous avec Jürgen Springer, commissaire de police à la retraite. À l'époque, c'est lui qui arrive le premier sur les lieux. Et c'est le choc. La scène du crime est à jamais gravée dans sa mémoire. C'est ici qu'Ulrich Schmidt a dû agresser cette femme pour la première fois. Nous avons trouvé ses boucles d'oreilles. Une était ici et l'autre là, un peu plus loin. Ici, il y avait une clôture en bois, ouverte sur le côté. Et derrière, ça descendait. Et en arrivant sur les lieux, nous avons trouvé l'un après l'autre ses vêtements et ses sous-vêtements éparpillés jusqu'en bas de la pente. Et là derrière, il y avait un gazon à l'époque. C'est là que nous avons trouvé son corps dénudé. J'ai voulu prendre le train. Le quai était vide. Elle était la seule personne à être là. Bien sûr, c'est un hasard que ça tombe sur elle. Mais je me suis dit qu'il me la fallait. Je voulais la violer. Donc on s'est battu et on est tombé par-dessus la clôture. Je lui ai dit de se déshabiller. Elle l'a fait et elle s'est allongée. Quand j'ai essayé de la violer, elle s'est faite dessus. Ça m'a mis en rage. Et en plus, elle a commencé à hurler. C'est là que je l'ai poignardée avec un tournevis. Je ne partais jamais pour tuer. Les meurtres se sont passés dans le feu de l'action. Elle ne voulait pas se taire.
Elle n'arrêtait pas de me parler. C'est quelque chose que je ne supportais pas. Et à l'époque, je m'énervais très facilement. C'est pour ça que je les ai tués. Mais ça ne me procurait pas de plaisir particulier. À la base, je voulais simplement les punir. Les humilier, c'est tout. La police ne se doute pas à ce moment-là qu'elle a affaire à un tueur en série. Mais Ulrich laisse un indice sur place, ce collant noué. Le cas Ulrich Schmidt était le cas le plus spectaculaire que nous avons connu ici à Essen. Au début, on partait du principe que c'était un meurtre isolé. Mais peu de temps après, une autre tentative de meurtre nous a révélé les mêmes indices, la même scène de crime. Il y avait toujours un collant, toujours ce collant. Le contrôle de la victime, dans le cas d'Ulrich Schmidt, se manifeste par le fait de ligoter ses victimes les mains derrière le dos. Et très souvent, il va utiliser aussi des collants de ses victimes parce que la strangulation est aussi un crime de nature sexuelle, tout comme le fait de poignarder ses victimes. Encore une fois, c'est ce que fait Ulrich Schmidt, puisque ça s'assimile à un crime sexuel, une pénétration à l'arme blanche, parce que pour manifester leur toute-puissance et le contrôle et la domination sur la victime, l'humilier, la punir, il y a besoin d'un contact direct et intime avec la victime. Comment vous sentiez-vous lorsque vous partiez à la chasse aux femmes? Ah, comment c'était? J'étais comme un chasseur, sur son poste d'observation en train d'attendre le bon moment pour tirer sur sa proie. Le chasseur meurtrier frappe quand l'occasion se présente. Fait exceptionnel, Ulrich Schmidt ne tue jamais très loin de chez lui. Son terrain de chasse est limité à 7 km autour de son domicile. Ça se passe toujours la nuit dans des endroits isolés, comme dans ces toilettes publiques d'un parc de la ville. Et là encore, la victime est choisie au hasard. J'ai attendu la chasse d'eau. Et au moment où elle a voulu sortir, je l'ai poussée à l'intérieur. Je lui ai mis mon couteau sous la gorge, mais elle n'arrêtait pas de parler. Elle me disait « T'es pas mal? T'as pas besoin de ça ?» Mais je ne voulais pas entendre tout ça. Je lui ai dit plusieurs fois de se taire. Et puis elle s'est mise à hurler. Et c'est là que je lui ai tranché la gorge. C'est assez caractéristique des tueurs en série dans la négation de l'identité humaine de la victime. La victime, en fait, n'est plus qu'un objet, elle est chosifiée, elle fait partie de ce jeu, de ce fantasme sexuel qu'il a besoin d'assouvir, où il ne veut pas, dans le cas d'Ulrich Schmidt, que la victime se débatte, qu'elle hurle, qu'elle parle, qu'elle contrecarre son scénario idéal. Je voulais qu'elles atteignent un orgasme malgré elles. L'humiliation n'en était que plus forte. Vous parlez d'un désir d'humiliation. Mais qu'en est-il de votre désir de puissance? Bien sûr qu'il y avait un désir de puissance. Le viol, la violence, ça a toujours un rapport avec le désir de puissance. Comment vous expliquer? J'étais invincible dans ma tête. Personne ne pouvait m'atteindre. J'étais maître sur la vie et la mort. C'était le plus important. Comme beaucoup de tueurs en série, Ulrich Schmidt mène une double vie. Prédateur de femmes la nuit, mari normal le jour. Il a épousé une immigrée polonaise et enchaîne les petits boulots. Ensemble, ils vivent dans le quartier de son enfance. Mais le mariage va bientôt devenir chaotique. Avec ma femme, on se prenait souvent la tête. Tenez par exemple, un soir je suis rentré à la maison fatigué et affamé après le boulot.
Je travaillais dur à l'époque. Ma femme m'annonce qu'elle a fait la cuisine pour moi. Bon, très bien. Et là, elle me sert une pauvre soupe à la tomate. Alors là, j'ai pété les plombs et j'ai cassé le carrelage dans ma cuisine. Tellement elle m'avait énervé. Vous faisiez quoi à l'époque? Je travaillais dans une décharge publique. Et ces disputes, elles représentaient une sorte de déclencheur pour vous pour partir à la chasse aux femmes? Oui, pas toujours, mais souvent. L'entretien de Stéphane Harbort est mené de main de maître. Il y a véritablement une relation de confiance entre les deux. Peut-être que Schmitt a l'impression que Harbort est son ami, mais ce n'est pas du tout le cas de Stéphane Harbort. Lui, il cherche à connaître et à mieux connaître la psychologie des tueurs en série, tout simplement pour pouvoir les stopper avant qu'ils n'aient commis un grand nombre de crimes. Une seule fois, ce tueur sans merci va craquer. Sa quatrième victime est Doreen Schick, une lycéenne de 19 ans. Au départ, le scénario est le même. Ulrich bondit sur sa proie et la viole dans un endroit isolé. Mais cette fois-ci, il rhabille sa victime et reste auprès d'elle. C'était bizarre. C'était la première fois que j'avais de la peine pour une de mes victimes, mais j'ai fini par la tuer quand même. Je suis resté auprès d'elle et j'ai commencé à lui parler de moi et de tout ce que j'ai fait, de mes crimes. Et tout à coup, je me suis rendu compte qu'elle en savait trop. Et en plus, c'était de ma faute. Je pensais que je ne pouvais pas la laisser en vie. C'était la première fois que j'ai tué de sang-froid, et non pas dans un accès de rage. Là, à mon avis, c'est plutôt dans le domaine de l'auto-justification, pour dire que malgré tout, il est capable de sentiments, pour essayer de se montrer sous un meilleur jour. Et puis, il y a eu un moment où j'en ai eu assez de tous ces meurtres. Je voulais m'arrêter, mais je n'y arrivais pas. Je devais continuer. C'était comme une drogue. C'est ce désir de décider, de contrôler de la vie ou de la mort de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui, pour eux, est du domaine de, je dirais presque, de l'intoxication. Et après qu'ils ont commis cet acte meurtrier, ils retombent tout de suite dans une période de dépression, ils retombent dans leur univers quotidien réaliste et sordide qui ne leur apporte pas de satisfaction, d'où nécessité pour eux de réitérer ce geste et de retrouver ce moment où ils vont devenir quasiment divins, décider de la vie ou de la mort d'une autre victime. Ulrich Schmitt ne s'arrête pas, mais il commence à laisser des indices. Notamment un appareil photo chez une femme qu'il a tenté de violer. Les photos sont développées, elles mènent la police chez Ulrich Schmitt. Il est arrêté. Lors d'une séance d'identification, une victime survivante le reconnaît formellement. En 1989, le tueur en série d'Essen qui a violé et tué impunément pendant 2 ans est enfin derrière les barreaux. Est-ce que vous rêvez de vos meurtres? Oui. Est-ce que vous pouvez me décrire l'un de ces rêves? Dans mes rêves, il n'y a pas de visage. Pendant un moment, des femmes venaient me rendre visite dans ces rêves. Mais je ne les reconnaissais pas, parce que je ne me souviens pas de mes victimes. Mais je savais que c'était elles. Et ces femmes voulaient quelque chose de moi. Et je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai fini par comprendre. Elles voulaient que je change. Et je me suis dit que je leur devais bien ça.
lorsqu'il parle de ses rêves, et non pas de cauchemars, il n'y a pas la moindre trace de remords vis-à-vis de ses victimes, de demande de pardon ou autre. Il dit juste « Moi, je suis dérangé la nuit par ces victimes qui viennent en quelque sorte m'emmerder. » Ulrich Schmidt a été condamné pour 5 meurtres et placé dans cette institution psychiatrique. Pour Stefan Harbort, le face-à-face ne s'arrête pas là. Une surprise attend l'enquêteur. Ulrich Schmidt a consenti à lui montrer sa cellule. C'est la première fois que Stefan Harbort entre dans la vie quotidienne d'un tueur. Et ici, rien ne rappelle le passé criminel d'Ulrich. J'ai ici les films que j'aime bien. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et des choses dans ce genre. J'ai remplacé les posters de têtes de mort et de dragons de mon époque gothique par ces paysages. Mais attention, ce ne sont pas des images ordinaires. Elles sont métallisées. Elles brillent. Les choses les plus précieuses ici sont mon ordinateur et ma perruche. Le reste, je m'en fous. Mais ma petite perruche, personne n'y touche. Vous aimeriez sortir? Vous voulez dire quoi? Être libéré définitivement? Non. Pourquoi faire? La liberté ne vous manque pas? Non. La seule chose qui me plairait, ça serait de pouvoir faire mes courses avec un accompagnateur et d'aller chez le médecin sans menottes. Ça me plairait. Mais sinon, je ne manque de rien ici. Ulrich Schmidt dit qu'il ne veut pas sortir, comme d'autres tueurs en série que j'ai pu rencontrer m'ont dit s'être très bien adaptés à leur vie carcérale. Là, on lui impose pour la première fois de son existence un cadre, une structure qu'il doit suivre. On le traite avec un certain respect, mais ce qui me ferait très peur, c'est si cette structure et cet encadrement disparaissaient, je pense que tous ces démons reviendraient rapidement le hanter une fois qu'il serait relâché. Bon, monsieur Schmidt, merci pour tout et à bientôt. Au revoir. Hey, vous avez oublié votre mallette. Ah, merci. Même s'il est soigné, il y a peu de chances qu'Ulrich Schmidt soit remis un jour en liberté. Direction Berlin pour le deuxième face-à-face. C'est ici qu'en 2006, une affaire exceptionnelle a traumatisé toute l'Allemagne. Une série de meurtres perpétrés à l'hôpital de la Charité, la plus grande clinique universitaire d'Europe. La coupable, c'est l'infirmière Irene Becker, soupçonnée d'avoir tué au moins 10 patients par overdose de médicaments et finalement condamnée pour 5 meurtres. Un cas spectaculaire de tueuse en série qui a défrayé la chronique. Les femmes tueuses en série sont un phénomène beaucoup plus rare que les serial killers masculins. Pour les femmes tueuses en série, la victime et la meurtrière sont toujours dans un entourage proche. Ça va être aussi, et c'est le cas d'Irene Becker, des infirmières de la mort, des anges de la mort, qui vont décider d'assassiner des patients sur leur lieu de travail. Donc il y a une relation au préalable entre la meurtrière et sa victime. La rencontre avec Irene Becker, l'infirmière de la mort, c'est le prochain face-à-face de Stefan Harbort. Alors. Les femmes tueuses en série sont très méfiantes. Elles se planquent littéralement dans les prisons et ne veulent pas parler. Il est très difficile d'entrer en contact avec elles. Donc pour moi aujourd'hui, cette rencontre est vraiment très spéciale. Irene Becker avait déclaré devant la cour qu'elle avait agi comme l'exécutante de la volonté divine. Et je voudrais aujourd'hui qu'elle m'explique ce qu'elle veut dire par là.
Dans cette prison pour femmes située en plein cœur de Berlin, Irene Becker purge sa peine depuis 2 ans. C'est la première fois que Stefan a rendez-vous avec elle. Bonjour, je suis Stefan Arbort. J'ai rendez-vous avec Irene Becker. Ça fait plus d'1 an que l'enquêteur attend cette rencontre. Le grand moment est enfin arrivé. La tueuse en série l'attend dans sa cellule. Bonjour. Bonjour, Stefan Arbort. Content de faire votre connaissance. Bonjour, ravi de vous rencontrer. L'entretien va avoir lieu dans une salle de réunion. Première surprise, dans cette prison, Irene Becker, 55 ans, a les clés de sa cellule. À certaines heures, elle peut circuler librement. L'infirmière de la mort est la seule tueuse en série emprisonnée ici. Pour Stefan Arbort, c'est une première. Il doit mener l'interrogatoire avec prudence. Alors ma première question, pourquoi êtes-vous devenue infirmière? On m'a raconté que déjà petite, je me baladais toute la journée avec une petite mallette de la Croix-Rouge et un stéthoscope autour du cou. Je savais même pas à quoi ça servait à l'époque. Et puis en grandissant, j'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire. Mais qui est donc cette infirmière dévouée, devenue tueuse impitoyable? Née à Berlin en 1955, la petite Irene grandit dans une famille typique allemande d'après-guerre. Les parents sont croyants et l'éducation d'Irene est stricte. À l'âge de 17 ans, elle obtient son diplôme d'infirmière et commence à travailler dans les hôpitaux berlinois. Sa vie est heureuse, sans histoire. En 1973, Irene se marie. Sur sa photo de mariage, elle est radieuse. Mais le couple n'aura pas d'enfant. Irene se dévoue à 100% à son travail. Un jour, j'ai fait un rêve un peu spécial. Heureusement que je ne l'ai pas raconté à l'expert psychiatre. Dans ce rêve, je mettais au monde un enfant que j'ai rangé dans une boîte à chaussures. Et après ça, c'était clair pour moi. Il valait mieux ne pas avoir d'enfant. Quand on voit Irene Becker, ce qui frappe, c'est sa sécheresse. Toute sa vie est dans une image narcissique qu'elle projette de la réussite. Elle veut présenter vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la société, l'image d'une femme parfaite à qui tout réussit dans son travail, dans sa vie maritale, etc. Et au-delà de ce vernis, de cette façade qu'elle projette, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sentiment. C'est assez effrayant le vide que représente Irene Becker en tant que personne humaine. En 2005, Irene connaît un drame personnel. Après 30 ans de vie commune, son mari la quitte pour une autre femme. C'est après leur séparation que celle qui a consacré sa vie aux malades va commencer à les tuer. Sa méthode, des overdoses de médicaments qu'elle injecte aux patients. Alors, je suppose qu'il y a dû y avoir un déclencheur chez vous qui a fait que vous avez décidé de mettre fin à la vie de tel ou tel patient. Qu'est-ce que c'était? Je ne pourrais pas vous dire exactement. En plus, chaque patient a sa propre histoire. Mais avec chacun d'entre eux, j'ai eu à un moment donné le sentiment que leur vie n'avait plus aucun sens, d'un point de vue rationnel. Je n'ai rien ressenti. J'ai observé. Qu'est-ce que vous avez vu? Je n'ai pas vu de souffrance, mais
Un glissement paisible vers la mort. Ça m'a apaisée. L'apaisement pour Irène Becker intervient lorsqu'elle tue ses victimes, parce qu'elle agit sous un stress personnel important, qui est une atteinte de sa vie parfaite, qui est en train de s'effondrer avec son mariage notamment. Et donc elle gère ce stress tout simplement en laissant libre cours à des pulsions meurtrières et à sa toute-puissance pour montrer que c'est elle qui décide de la vie ou de la mort de tel ou tel patient. Le 23 mai 2005, c'est la 3e fois qu'elle passe à l'acte. Irène Becker est en charge d'une patiente qui est condamnée pour un problème de cœur. Cette femme de 48 ans n'a plus que quelques semaines à vivre. Son mari est donc venu la ramener à la maison, où elle souhaite vivre ses derniers instants. Irène est parfaitement au courant des dernières volontés du couple. J'ai regardé cette femme. Son visage avait changé par rapport à la veille. Elle n'arrivait plus à bouger la tête. Son mari était là, il venait souvent lui rendre visite. Et ce jour-là, je l'ai convaincu de rester plus longtemps. Et c'est en sa présence que j'ai fait mon injection mortelle. Ensuite, je suis restée avec eux. C'était très important pour moi que les membres de la famille soient là. Ça montre véritablement le côté machiavélique d'Irène Becker. Là, elle est en train d'assister à l'agonie de la victime et en même temps de se délecter du fait que le mari ne sait pas ce qui s'est passé. Donc elle montre doublement sa supériorité vis-à-vis de ses victimes et de la famille de la victime. Pourquoi suis-je intervenue alors que cette personne serait morte tôt ou tard de toute façon? Oui, probablement. Non. Sûrement même. Il serait sûrement mort. Et alors, vous avez une réponse? Non, je n'en ai pas. Entre 2005 et 2006, Irène administre la dose mortelle à au moins 5 patients. Dans le service, les collègues commencent à avoir des doutes. Un soir, un infirmier la surprend en train de faire une injection à un patient qui n'a pas besoin de soins. Il récupère l'ampoule qu'Irène a jetée à la poubelle et choisit pourtant de ne pas alerter l'hôpital tout de suite. Irène tue encore 2 fois avant que cet infirmier se décide à parler. L'hôpital appelle aussitôt la police. Ce sont les inspecteurs de la 7e brigade qui ont pris l'affaire en main. Stephen Arbort a rendez-vous avec Norman Offint et Thomas Scherant, les 2 enquêteurs qui ont arrêté la tueuse en série. Elle était professorale, très stricte. Elle savait exactement ce qu'elle voulait et elle n'aimait pas qu'on la contredise. Elle faisait très attention à la formulation de sa déposition. Elle nous corrigeait tout le temps. Je dirais qu'elle a une personnalité forte, avec beaucoup de zones d'ombre. À un moment, elle a demandé une cigarette et elle a fait sortir la secrétaire. Pour nous, c'était clair qu'elle allait enfin passer aux aveux. Et là, elle s'est effondrée. Elle a beaucoup pleuré en disant que sa vie était finie, qu'elle ne pourrait plus exercer ce métier qu'elle aimait tant. Mais pendant tout l'interrogatoire, elle réfléchissait longuement à ses réponses. Elle essayait à chaque moment de savoir ce que ça allait impliquer pour elle. Mais au bout d'un moment, elle était acculée. Elle savait qu'elle n'allait pas s'en sortir. Il fallait qu'elle avoue. Vous avez l'impression d'être une meurtrière? Non. Pourquoi non? Pour moi, c'est autre chose. C'est quoi un meurtre? C'est quelque chose de très... Quelque chose de très brutal. Quelque chose très...
Très brutal. De planifier à l'avance. Quelque chose de honteux. Quelque chose de méchant. Et vous avez fait quoi? Probablement la même chose. Mais pour moi, ce n'est pas un meurtre. Qu'avez-vous ressenti dans ces moments-là? Ce que j'ai ressenti? Rien. Les larmes d'Irène Becker sont, je dirais, des larmes de crocodile. En fait, elle ne pleure absolument pas ses victimes. Si elle pleure, c'est plus par rapport à son propre sort et par rapport à ce que la société pense d'elle. Donc, c'est par rapport à son propre narcissisme qu'elle se sent atteinte dans sa sensibilité, parce qu'on l'accuse d'être die Todesschwester, c'est-à-dire l'infirmière de la mort. Le procès de l'infirmière tueuse mobilise toute l'Allemagne. La personnalité énigmatique d'Irène Becker intrigue les journalistes et l'opinion publique. Tout le monde se demande quelles étaient les motivations de cette femme apparemment sans histoire. Palais de justice de Berlin. Le juge Peter Faust revient sur les lieux du procès. Pour lui, l'affaire Irène Becker est unique, à cause du profil psychologique exceptionnel de l'accusée. Les conclusions de l'expert psychiatre sur Irène Becker se sont aussi révélées dans son comportement pendant ce procès. Des mimiques artificielles et un comportement décalé par rapport à la situation. Par exemple, elle affichait une sorte de sourire figé dans des moments complètement inappropriés. Des réactions étranges qui font la une de la presse. L'infirmière de la mort se moque de nous. Ange de la mort, tu ricanes encore, titrent les tabloïds du pays. Pour le juge, Irène reste une énigme. Elle a certaines convictions religieuses auxquelles moi-même je n'ai jamais rien compris. L'expert psychiatre a constaté une sorte de rigidité, une conviction très ferme sur le bien et le mal, sur ce qui est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Elle a raconté à l'expert psychiatre qu'elle communiquait avec Dieu pendant ses expéditions dans le désert. Elle souffrait d'un complexe de supériorité. Elle se voyait plus importante qu'elle n'était en réalité. Pour notre verdict, deux choses étaient importantes. Le fait qu'elle décidait elle-même de la valeur d'une vie et qu'elle s'octroyait le droit d'en finir avec cette vie. En ce qui concerne ses motivations, la Cour a répondu à cette question en disant qu'elle voulait avoir le pouvoir de vie et de mort, tout comme Dieu. Vous avez des regrets? Non. Je n'ai pas abrégé la vie, mais j'ai abrégé la mort. Je ne regrette rien, même si c'est puni par la loi. Elle a interprété sa propre notion du bien et du mal. C'est une manière aussi pour elle d'évacuer sa propre responsabilité en disant que c'est la religion et Dieu qui a guidé son geste. D'ailleurs, c'est assez curieux de noter que le livre de chevet favori de la plupart des tueurs et tueuses en série, eh bien, c'est la Bible.
Il ne faut pas oublier que la Bible est un ouvrage quand même relativement violent dans certains passages. Au moment où le verdict est prononcé, Irène fait une prière. L'homme à côté d'elle est Mirko Röder, son avocat. Aujourd'hui, il lui rend encore régulièrement visite en prison. Elle s'est souvent confiée à lui. Irène nous a demandé de garder quelque chose. C'est quelque chose de très personnel et important pour elle. C'est une Madone qu'elle a ramenée d'un de ses nombreux voyages. Nous la gardons pour elle. Ses actes sont guidés par Dieu. Elle est très attachée aux 10 commandements. Mais elle dit en même temps, et je suis d'accord avec elle, qu'il faut adapter les 10 commandements à notre époque moderne. Il faut les interpréter et les vivre autrement aujourd'hui. Donc oui, elle est très attachée aux 10 commandements et très croyante avec ça. Je pense encore aujourd'hui, même si ça peut sembler bizarre, que Dieu ne m'en veut pas. Je sais que Dieu est toujours là pour moi. Tout ce que je le suis grâce à Dieu. Il y a eu beaucoup de moments dans ma vie où je devais prendre des décisions. Et j'ai toujours su que Dieu me dirait comment agir. Même pour les meurtres? Je pense que oui. Même si c'était ma décision au final. Mais il est toujours là, avec moi. Merci, Madame Becker. Je vous écrirai, je vous enverrai une copie de mon livre. J'aimerais bien vous revoir, si vous êtes d'accord. Lorsqu'on est confronté à une personnalité aussi peu expansive et introvertie qu'Irène Becker, ce premier entretien de Stéphane Harbort apporte quand même des éléments très intéressants sur la personnalité d'Irène Becker, sur sa psychologie. Donc pour un premier entretien, il a soutiré un grand nombre d'informations très importantes et on peut supposer que s'il y a des entretiens ultérieurs, il va progresser dans sa relation de confiance avec Irène Becker et qu'il va peut-être obtenir des informations supplémentaires. Cimetière de la rue Müller, à l'est de Berlin. C'est le dernier rendez-vous pour Stefan Harbort. Il est avec les enquêteurs de la brigade criminelle. Ici, comme dans plusieurs autres cimetières de la ville, la police a exhumé une quinzaine de corps d'anciens patients d'Irène Becker pour y retrouver d'éventuelles traces de surdose de médicaments. Sans résultat. Malgré tout, les enquêteurs ont encore aujourd'hui une intime conviction. Moi, personnellement, je suis sûr qu'elle a plus de victimes sur la conscience. Mais nous n'avons pas pu le prouver. En plus, elle ne m'avait avoué que les faits dont elle savait qu'on pouvait les prouver. Je suis d'accord avec mes collègues. Quand on pense qu'elle a avoué 4 meurtres, mais pas le 5e, alors qu'elle aurait pu le faire, on est en droit de se demander si elle n'essaie pas de cacher d'autres victimes.
Quand on est confronté à un tueur médical, la plupart du temps, il n'y a pas de scène de crime. Donc il est impossible de déterminer, dans la plupart des cas, le nombre exact des victimes de ce type de criminel en série. Donc à mon avis, on ne connaîtra jamais l'étendue exacte de la carrière criminelle d'Irene Becker. Irene Becker ne dévoilera sans doute jamais sa part d'ombre. Pour Stefan Harbort, comme pour la police, difficile de percer le mystère des tueurs en série qui agissent à l'hôpital, d'autant que beaucoup d'entre eux ne sont jamais repérés.